Bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission Le Kiosque. J'espère que vous avez passé une excellente semaine et que, avec nos éminents journalistes, nous allons donc ce soir débattre de choses très intéressantes comme à la continue. On commencera déjà par dire bonsoir à Gabriel Gallion, journaliste politique de France Antille. Bonsoir Gabriel, ça va bien? Ça va. J'ai pu comprendre que tu es satisfait parce que la semaine dernière, tu as fait une demande qui a été honorée. Non, je n'ai pas fait une demande particulière. J'ai parlé au nom de beaucoup de Martiniquais qui aiment le Didier avec le punch. Très bien. Donc, on a peut-être entendu notre appel. Alors, en fait, vous pouvez enfin recommencer à prendre votre punch. Oui, mais pour le moment, là, je n'ai pas ni en l'eau, Didier, tout partout. Donc, on se rabat sur des marques étrangères. Ouais, mais bon. ce que j'ai noté quand même... Enfin, juste un instant, donc bonsoir Michel, juste faire le petit bonsoir tour à tous et à toutes. Bonsoir, et puis merci oui, d'être là. Merci. Rédacteur en chef de justice avec, en première page, Christiane Emmanuel, la belle Christiane Emmanuel, voilà, qu'on voit à l'antenne, rédacteur en chef de justice. Merci beaucoup Michel. Eddy, bonsoir. Bonsoir. Le patron de Business News de People, Yol. J'ai cru comprendre en coulisses que ça ne va pas tarder. Ça ne devrait pas tarder. Ça ne devrait pas tarder et qu'il y a des photos. Certains autour de la table sont un petit peu inquiets. Voilà. Qui peut être inquiet par une photo dans ce journal? Dans ce journal, oh là là. Heureusement qu'il a arrêté après le journal. Oui, je me suis retenu. Alors, Eddy, avant juste de commencer cette semaine, je crois que tu voulais parler d'un téléspectateur de Bouillante en Guadeloupe qui nous a fait parvenir un petit mot. Oui, alors Jean-Paul Baumard, nous tenons à vous remercier parce que grâce à lui et grâce à la vigilance de nos téléspectateurs, les erreurs que nous commettons, parce que ça nous arrive bien sûr, sont épinglées et il nous dit qu'on a signalé que les comptes de campagne de Jacques Chirac qui ont été remis en cause relève de l'élection de 1995 et non pas de 2002 comme on l'avait annoncé. Alors là où il est plus intéressant encore, c'est qu'il nous dit qu'il aurait un certain nombre d'informations sur les conditions dans lesquelles M. Dumas, qui était président du Conseil constitutionnel, n'aurait pas souhaité remettre en cause l'élection de Jacques Chirac, malgré le fait que ses comptes de campagne étaient, entre guillemets, pourris. Oui. Voilà, mais on ne va pas en parler ce soir. D'accord, mais par contre, on peut lui dire qu'on est fortement intéressé. Oui, et que s'il a des détails, qu'il m'a donné en partie, mais que pour lui éviter d'avoir des soucis, parce que j'ai quand même cité son nom, je ne dévoilerai pas à l'antenne. Bon, très bien. Merci. Très bien. En tout cas, merci beaucoup à ce téléspectateur. Michel, tu voulais ajouter quelque chose au punch ou au DJ de Gabriel? Oui, non, ce que j'ai noté, moi, c'est que dans la fin du conflit, j'avais cru comprendre que l'activité était arrêtée et qu'il n'y avait plus de stock. Or, en réalité, de stock, oui. En réalité, il semble au contraire que l'activité continue et qu'il y a beaucoup de stock. Oui. Et que le problème, maintenant, donc, il suffit que les camions se mettent en route et que donc les points de vente seront réapprovisionnés rapidement. D'accord, très bien. En parlant de réapprovisionnement, on va profiter de demander à Hervé de nous réapprovisionner aussi. En eau. En eau. Oui, on ne va pas en eau. Mais là, ça petite observation quand même sur le fond du conflit. Oui. Quand on lit les conditions dans lesquelles le conflit a été solutionné grâce à l'intervention de la DIECT, qui est la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi, et qui résulte d'ailleurs de la fusion de la direction du travail et de l'ancienne direction de la concurrence et de la consommation. Ton ancien boulot. Mon ancien boulot. Eh bien, donc il a été convenu une prime annuelle et une prime mensualisée. Bon. Et quand on regarde cela, on se demande, mais qu'est-ce qui a empêché qu'une telle solution ait pu intervenir plus tôt? Voilà. Ouais. Et tu as la réponse? Non, je n'ai pas la réponse, mais je pense que quelque part, il y a eu un manque de dialogue et probablement on n'a pas accepté assez tôt la médiation. D'accord. Voilà. Mais est-ce que ce n'est pas un raisonnement bien français, ça? Il faut aller au push, il faut pour avoir des solutions qu'on pourrait trouver bien en amont. C'est bien martiniquais. Ah, c'est martiniquais. Au cas particulier,
il y a un excellent rapport qu'a cité Eddy la semaine dernière, qui a analysé ce qu'on appelle la conflictualité en Martinique et qui démontre que d'abord, il y a très peu, il y a 56% des travailleurs martiniquais ne sont pas couverts par des conventions collectives. Ça c'est grave. C'est-à-dire, bon. Et que, par ailleurs, malgré tout, il y a beaucoup d'accords d'entreprise qui sont signés par l'ensemble des organisations syndicales. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, le dialogue social fonctionne relativement. Et puis, il y a quand même un certain nombre d'accrochages concernant les délégués du personnel, la désignation de délégués. Tout ce qu'on appelle les institutions représentatives du personnel. Et puis, bien sûr, la mise en route de ce qu'on appelle les NAO, les négociations annuelles obligatoires, qui sont quand même un progrès considérable dans l'évolution du droit du travail. Dans les années Mitterrand, les rois roux, c'est les années 80, hein, c'est une percée importante, l'obligation chaque année de négocier. Voilà. Et ça, beaucoup d'entreprises n'acceptent pas cela. Il faut faire grève pour tenir les NAO. C'est pas normal ça. Et des fois, ça peut conduire carrément à la fermeture, à la disparition des entreprises. Hein, oui, parce qu'il y a des blocages. On a quelques chiffres en mémoire. Ça, c'est exceptionnel. Ça intervient quand les conflits se généralisent à d'autres secteurs. Et là c'est catastrophique. Bon, des grèves qui ont amené à la disparition totale d'une entreprise, ça existe, mais c'est assez rare. Et Michel a raison. De toute façon, bon, nous, médias, on n'aime pas trop ce qui marche, quoi. Et nous, ici, on tient à dire qu'effectivement, il y a un nombre extrêmement important d'accords qui sont signés, dont on ne parle pas, évidemment. De toute façon, les entreprises ne vont pas aller claironner, ni les syndicats d'ailleurs, que les accords sont signés. Mais surtout, il y a une baisse tendancielle extrêmement forte depuis 2009 à la baisse des conflits. Le nombre de jours non travaillés pour cause de grève est en chute libre. Et ça, c'est lié, comme dans tous les pays du monde, à la crise. Tous les théoriciens du travail vont dire en période de chômage, en période de forte croissance, quand les travailleurs, quand le patronat a besoin de travailleurs, eh bien, il accepte les augmentations de salaire parce qu'il a besoin d'embaucher. Bon, c'est l'offre et la demande. C'est l'offre et la demande. Bon, quand on est en période de crise, eh bien, les travailleurs sont en position moins favorable pour négocier. Donc, il y a moins de grèves. Et d'ailleurs, on voit bien les causes de conflit. On voit bien les causes de conflit. Les causes de conflit, c'est le maintien de l'emploi, c'est les conditions de travail, c'est pas les salaires. Ouais, tout à fait. C'est très peu les salaires. C'est très peu les salaires. Ceci étant, Didier, il y a eu les salaires, il y a eu les primes, mais en réalité, quand on arrive à ce conflit qui dure aussi longtemps à Martinique, parce que les conflits sont remarqués parce qu'ils durent, et ils durent dans la longueur, et ils sont durs sur la tenue le temps de la grève, c'est parce qu'en réalité, entre-temps, les négociations annuelles obligatoires n'ont peut-être pas été tenues, non pas par le fait de un, mais peut-être le fait des deux, en disant on n'a pas de revendication particulière, c'est pas la peine d'avoir les NAO, or que c'est annuel obligatoire, même si pas né rien ou qu'il y a écrit un bail en a fait les papiers, il faut d'avoir un accord qui est signé. Bon, ça c'est au moins une nécessité, qu'il y a un dialogue. Et deuxième chose, c'est qu'en réalité, comme depuis 2009, il y a un certain nombre de choses, de paramètres salariaux et primes qui ont été gelés, parce qu'il n'y a pas eu de revendication dessus, et aujourd'hui on s'aperçoit que malgré si c'est gelé, par contre l'inflation, elle, a bougé, le coût de la vie a bougé, et qu'il y a des nécessités qui s'imposent. Et que le facteur avancé par les syndicats des grévistes, c'est de dire que pendant ce temps, l'entreprise, elle, s'est refait une santé, a refait des profits, a distribué des dividendes. Il y a ça aussi. Donc en fait, c'est un dialogue interne, et je crois que c'est là qu'en réalité, à la Martinique, on a peut-être le souci de l'acceptation du syndicat et du patronat, à s'asseoir d'une table et à discuter des réalités de l'entreprise, donc de la réalité de la vie, de la pertinence économique de l'entreprise. Et deux, il y a aussi le fait que lorsqu'on est dans un conflit, eh bien, il faut aussi reconnaître très vite les paramètres de blocage
et de passer par des médiateurs. Et le médiateur intervient toujours au dernier moment. Et alors, quand il intervient des moments, il faut déjà qu'il soit réclamé et accepté par les deux parties pour qu'il puisse travailler. On peut utiliser ce mot entre guillemets. Et deuxièmement, quand il commence à travailler, il y a un moment, il faut savoir si il faut quand même accepter d'aller à l'accord. Et des fois, c'est jamais évident au départ. Alors ça peut durer parce que des fois, on refuse de signer l'accord pour une virgule ou un point virgule. Ça c'est déjà vu. Bien. Mais merci pour ces explications sur tout ça. On parle de conflit. La marche arrière du gouvernement, c'était une marche arrière rapide là, hein. Pas de, comment dire, bon Dieu, pas de démonstration dans les rues, c'était une manifestation interdite, et puis finalement manifestation acceptée, mais dans un petit périmètre. Est-ce que ça ne fait pas apparaître le gouvernement un petit peu pour les pieds nickelés, tout ça? Je ne sais pas, hein, j'ose dire ça, mais je sais que je vais me faire remonter les bretelles par Gabriel. Mano emploie des expressions plus professionnelles. Mais bon. Je laisse mes collègues s'exprimer. Je sens que tu te régales déjà. Je me régale. Non, parce que tu n'étais pas là la semaine dernière, mais on a parlé de ce sujet. Ouais. Et ce qui se passe confirme ce que je dis la semaine dernière. Vous aviez déjà prédit ça. On l'avait annoncé que de toute façon, il n'y aurait pas d'interdiction. Ouais. Mais malgré tout, il y a quand même un élément qui me semble intéressant. Et le ministre de l'Intérieur, à mon avis, sort quand même gagnant de cette histoire, parce c'est lui qui a pris les choses en main au bout d'un moment, en disant, bon, nos valeurs socialistes s'opposent à une interdiction, mais il faut que la CGT puisse comprendre que la multiplication des risques potentiels, il faut quand même, et Martinez, à mon avis, a commencé à comprendre que, bon, il pouvait, et je l'ai dit la semaine dernière, et je crois que mes collègues étaient plutôt d'accord, il pouvait avoir un mort. Et ça ne sert à rien, puisque bien évidemment, s'il y a des morts, le gouvernement évidemment va en prendre plein la figure, mais la CGT aussi. Et un certain nombre de... Comme on est dans une... On l'a expliqué très bien la semaine dernière, dans un contexte concurrentiel, très, très fortement concurrentiel, à la veille de grands changements, à la fois économiques, politiques. On rentre dans un tunnel politique très très long, hein, il faut faire attention, présidentiel, municipal, régional, etc. En France, sénatorial, on est quand même dans des moments où il faut faire attention à son image. Et là, on a d'un côté la CFDT, de l'autre FO et la CGT. Il ne faut pas que l'un perde la face par rapport à l'autre. Ça, c'est normal, mais les risques de dérapage étaient extrêmement forts. Et je pense que Cazeneuve a quand même réussi à mettre, on va dire, le curseur au milieu. Alors évidemment, ceux qui étaient pour l'épreuve de force, Valls en particulier, en ont pour leur grade. Mais en même temps, la CGT, et on va le voir dans les jours qui viennent, parce qu'il y a une deuxième manifestation prévue le 28. Et là, on va voir s'ils reviennent à des choses plus classiques, avec un vrai contrôle des débordements. Et je pense que personne, très objectivement, personne parmi les républicains, de manière générale, n'a intérêt à ce que ça puisse déraper. Il y a un vrai dialogue de sourds pour l'instant. Mais comme on l'a vu à Didier, de toute façon, il va en sortir quelque chose. Les trucs jusqu'au boutiste, de la part du gouvernement ou de l'autre côté, on va trouver un... Alors, à mon avis, c'est un coup de billard à 3 bandes. On dit il faudra ne pas faire ce parcours, il faudra faire un parcours plus court. Sachant très bien que la réponse sera non. Ah, vous ne voulez pas de parcours plus court, donc on vous propose un parcours en circuit fermé. La réponse est non. Arrive un communiqué de la préfecture de police de Paris qui dit à défaut d'accepter le parcours en circuit fermé, interdiction de manifester. Indignation des syndicats. Et on apprend que entre la publication de l'interdiction le matin et puis finalement l'accord de manifester accepté des deux parties sur le circuit vers les 13h, 12h, attendez, ça fait un coup de billard à 3 bandes. L'objectif visible du gouvernement, c'était de dire à la CGT, on va vous imposer un circuit qu'on pourra contrôler.
Non, c'est pas ça. Résultat, non, mais attends. Tu permets que je donne mon point de vue? mais Résultat, on a fait un circuit, au lieu d'aller de Bastille à Nation, qui a fait Bastille, Arsenal, Bastille. Bon, c'est pas un circuit fermé, on n'est pas resté statique, mais on a bougé sur un circuit bien défini. Lequel circuit était quadrillé par les forces de police à toutes les entrées et sorties. Au point qu'il y a eu quand même. C'est le boulot de la police? Oui. Michel qui témoin parler ou qui dit à fond après. Retiens-toi, Michel. Retiens-toi. Parce qu'on va te donner. Comment c'est que non? C'était un truc. Louis Cazeneuve, il a sorti un communiqué triomphant en disant pas un gaz, pas une grenade lacrymogène tirée. Il a dit, je crois qu'on s'est fatigué, moi. 2, il annonce fièrement que parmi les gens qu'ils ont fouillés, ils ont arrêté 2-3 interdits de manifester qui étaient venus avec des lacrymogènes pour pouvoir provoquer ce trouble. Donc il est triomphant. Ceci étant, la manifestation a pu avoir lieu. La seule question qui se pose, qui a été posée, c'est est-ce que par cette espèce de gymkhana, ce coup de billard à 3 bandes, est-ce qu'on n'a pas voulu aussi casser la dynamique que cette manifestation a pu avoir? Parce qu'en réalité, le nombre de manifestants n'est pas celui qu'avaient espéré les organisateurs, CGT et compagnie. Tu peux pas mettre 200 000 personnes dans un truc comme ça. On n'est même pas à 200 000. Vraiment, digression rapidement. Cazeneuve, il a vraiment la tête de l'emploi. Non. Chaque fois qu'il fait un communiqué, on a l'impression qu'il va te dire que la montagne Pelée a encore fait une éruption. Mais non. Oui, pardon. Non, tout cela, la vérité, c'est pas ça. La vérité, c'est qu'à l'issue de la manifestation du 14 juin, le gouvernement avait annoncé purement et simplement qu'il allait interdire les manifestations et il avait fait porter la responsabilité des violences sur la seule CGT. Bon. Et ce qui vient de se produire là, c'est l'effondrement d'un véritable complot. Et tu pèses tes mots. Oui, c'est un complot. C'est un complot. Une manipulation policière qui consiste à utiliser les casseurs pour salir le mouvement syndical. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que, à l'annonce de cette possible interdiction, la majorité du pouvoir s'est fissurée, y compris à l'intérieur du pouvoir. Il suffit de lire le Canard enchaîné d'ailleurs, qui le démontre. C'est-à-dire qu'il y a non seulement les frondeurs, les habituels contestataires socialistes, mais je prends l'exemple, même une personne comme Christian Taubira s'est fendu d'un tweet pour dire qu'on ne peut pas interdire des manifestations. Donc, et le gouvernement s'est rendu compte qu'il avait beaucoup plus à perdre politiquement en interdisant les manifestations. Et il a fait ce qu'il aurait dû faire depuis longtemps. C'est-à-dire baliser effectivement les parcours, parce que ce n'est pas à la CGT de faire la police contre les casseurs. Okay? Le service d'ordre d'un syndicat, il amène les manifestants d'un point à un autre, mais tout ce qui se passe autour, ensuite, vous avez bien vu sur les réseaux sociaux, on a bien montré que pour l'hôpital Necker, des types avec des masques cassaient les vitres, alors que les policiers étaient l'arme au pied, ils n'ont pas reçu d'ordre. Et des policiers ont commencé à parler. On dit, nous sommes là parce qu'on n'a pas reçu d'ordre. Donc, en fait, c'est ce complot qui s'est dégonflé. Et en réalité, l'autorisation de la manifestation est une victoire du mouvement syndical contre ceux qui veulent se servir. Et puis le fond du problème, c'est que les sondages, après le 14 juin, ont continué à démontrer que 60-64% des Français continuent à être contre la loi El Khomri. Autrement dit, la tentative de dresser l'opinion publique contre les syndicats et singulièrement contre la CGT a lamentablement échoué. C'est ça. Bien. Ça, c'est la vision syndicaliste. Oui, non, mais ça, on l'a compris. Syndicaliste, ça reste que c'est un coup de billard à 3 bandes. Voilà. Ou les coupables. Oui, mais en fait, il faut quand même dire une chose. Parce que bon, on a une opinion très, très partisane. Il y a quand même un élément qui est quand même assez spectaculaire. C'est que le discours que tient Martinez correspond peu au discours que la CGT tient quand c'est un gouvernement de droite. Et c'est ça qui est spectaculaire. C'est là qu'on s'aperçoit que, en fait, la CGT n'a pas pour objectif de combattre
une atteinte au droit du travail, qui est une atteinte au droit du travail, en fait aux acquis sociaux notamment, mais a un double objectif. Ça, oui, mais renverser le gouvernement. Et cette volonté politique que n'exprime plus le PCF, qui a disparu. Vous avez entendu le PCF là, ces temps-ci? Ça n'existe pas. Il n'y a pas de PCF. Il n'y a pas de PCF. Non, mais attends. Je me disais, quand va-t-il réagir? Non, mais attention. Nous, on mesure ce qu'on appelle le bruit médiatique. On a débattu. Non, mais attends, Michel, attends. Le bruit, c'est pas la réalité. Non, c'est quoi le bruit médiatique? C'est le nombre de fois, vous mettez un nom, le nombre de fois qu'il est cité par la presse et le nombre de fois qu'il s'exprime. Eh bien, il y a notre confrère de l'Express qui fait la même chose et qui dit la chose suivante. Le patron du PCF en France parle 50 fois moins que Martinez. Alors vous allez me dire, Martinez, on va naturellement l'interroger, mais qui jouait ce rôle-là à l'époque de défense des travailleurs? Georges Marchais. Eh ben voilà, eh ben c'est fini. Ça veut dire qu'on est, et c'est ça qui est intéressant, il y a une mutation, une inversion des rôles. C'est-à-dire que Martinez a commencé à comprendre qu'il ne pouvait plus compter sur le PCF pour défendre les travailleurs. Alors tout ça. C'est quand même une réalité. Non, on est d'accord sur le nombre d'interventions de Martinez à la télé par rapport à Laurent. Non, Michel, ça c'est une vision purement médiatique. Bon, alors, le Parti communiste français est assez grand pour s'exprimer, mais enfin quand même, le Parti communiste français s'exprime tous les jours, depuis 3 mois, 4 mois, sur la question de la loi travail. Sous toutes les formes, y compris en particulier au Parlement. Bien. Le secrétaire national du PCF est sénateur de Paris et il s'exprime régulièrement sur cette question. Mais il se trouve que normalement, ce sont les syndicats qui sont en première ligne, ce n'est pas le Parti communiste. Bon. Et que l'objectif de la CGT, ce n'est pas de renverser le gouvernement. L'objectif de... Mais non, mais on ne veut pas parler de ce qui est en cause, c'est la loi El Khomri qui inverse la hiérarchie des normes et qui démolit le Code du travail. C'est ça qui est en cause. Et c'est un gouvernement de gauche, malheureusement, qui se livre à cette agression sociale. Alors, je crois, c'est ça le fond du problème. J'ai cru comprendre que chez Michelin, c'est aujourd'hui ou hier, un accord a été signé dans l'entreprise avec Sud et puis un autre syndicat sur des choses. Alors je me demande en fait si ce n'est pas à ça que le gouvernement voulait qu'on arrive, que les choses soient décidées dans l'enceinte d'une entreprise. Mais il y a toujours les accords. Il y a toujours des accords d'entreprise. Parce que là, le fait d'avoir mis ça en exergue l'histoire de Michelin aujourd'hui, je crois avoir vu ces informations, ça montre que ça peut fonctionner. Donc, mais Manu, les accords d'entreprise ont toujours existé. C'est le fait que les accords d'entreprise prévalent sur l'accord. Le projet de loi inverse la norme de la Michel, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as une hiérarchie. Tu as le code du travail, tu as l'accord de branche, et après, tu as la convention, pardon, le code du travail, convention collective, accord de branche, accord d'entreprise. D'accord? Ce que le gouvernement veut faire, c'est qu'il veut mettre l'accord d'entreprise au-dessus l'accord de branche. Accord de branche. C'est-à-dire que chaque entreprise va définir ses normes, et dans les branches, au lieu d'avoir une norme qui se décline dans chaque entreprise, tu auras des normes qui vont se décliner par entreprise. Prenons un exemple concret. Voilà. La loi prévoit qu'en matière d'heures supplémentaires, au-delà du temps normal de travail, c'est 25% et après c'est 50%. Bien. Eh bien, ce que va faire la loi, si elle passe, c'est qu'elle va permettre de déroger à ce principe qui est dans le Code du travail par un accord d'entreprise qui permettra, par exemple, au lieu d'accorder 25% ou 50%, d'accorder seulement 10% de majoration en matière pour les heures supplémentaires. Mais ça va mieux. Peut-être 10% dans l'entreprise, peut-être 25% dans l'autre, peut-être 8% dans l'autre, et peut-être 0% dans l'autre. Et la crainte, c'est que dans une même branche d'entreprise, dans une palette, on aura en concurrence des entreprises qui ont des salariés avec 10%, des salariés avec 25%, des salariés avec 50%, et cela va introduire de la concurrence déloyale entre entreprises. C'est ça le risque. Donc, c'est ça qui est en cause, c'est ça le fond du problème. C'est pas mettre le gouvernement à terre, c'est ça le fond du problème. Et ça, vous savez, ce principe-là, qu'un accord d'entreprise ne pouvait être passé que s'il était meilleur que la loi ou la convention collective, c'est 1910.
ça s'appelle le principe de faveur. Et c'est contre cela que 75% des ouvriers, quand ils sont sondés, sont contre. Jusqu'à présent, après 4 mois d'action. C'est ça le problème. Et puis on va passer à autre chose. Hein. Alors, je voulais quand même vous donner des chiffres et puis citer un rapport qui a été publié par notre éminent confrère Interentreprise. Sur le site d'Interentreprise, vous pouvez trouver un rapport que Michel a évoqué et que j'avais déjà évoqué sur le nombre et la durée des conflits. Enfin, un rapport sur la conflictualité. Je vais vous donner des chiffres. On a l'impression qu'il y a un maximum de grèves. Nombre de conflits du travail identifiés en 2010, 24. Nombre de conflits de travail en 2013, 17. Et en 2014, ça baisse, etc. Bon, je vais vous donner les chiffres, mais la tendance... Ça a été actualisé récemment. Ouais, la tendance est à la baisse du travail et aussi au raccourcissement. La durée. Au raccourcissement, puisque un conflit sur 3 en 2013 a duré au moins une journée, et la moitié des conflits répétés a duré plus de 5 jours, et très peu de conflits ont dépassé, à peu près 20%, ont dépassé les 10 jours. Voilà, donc on est sur 75% des conflits qui ont duré moins de 10 jours. En Martinique. En Martinique. Oui, en Martinique. Voilà. D'accord. Et puis il y a des conflits il y a eu 4 conflits de très longue durée. Oui. Alors je vais vous donner les jours, 20, 24, 26 et 47 jours. Toyota, c'était combien? Alors ça c'est en 2013. Toyota, ça a duré plusieurs mois. Et puis il y a eu Mosaïque. Mosaïque, ouais. Mosaïque, oui. Mosaïque, et puis il y a encore Mangoville, c'est là, Oui. la Fouillère aussi. La Fourrière. Ah oui, ça, c'est- qui dure toujours. Oui, Qui n'est ça pas pas ça. terminé. Hein. Alors, on parle de référendum, c'est aussi, c'est le mot à la mode, mais alors, l'aéroport de Nantes, là, il y aura un référendum. Oui. Et quelle que soit la réponse, Valls a dit, on dégage. Hein. Non, Non, c'est pas comme ça, non, là, il a hein. dit. Déjà, on va peut-être remettre le vocabulaire en place. J'entends référendum, Consultation. Oui, consultation, pardon, D'accord. consultation, oui. Mais J'étais... comme la presse nationale, par contre, les différences là. Non, j'étais sur la Grande-Bretagne, pardon, Gabriel. Consultation. Consultation, oui. Il peut y avoir un référendum d'initiative locale. C'est prévu dans le Code des collectivités. Bien sûr. Ça concerne un périmètre précis. La commune, à case pilote par exemple, un an avant les municipales, il y a un référendum d'initiative locale sur un projet de construction d'un port, un port sous-marin. Là, on est sur le cas d'aéroport de la région de Nantes, ça peut être un référendum d'initiative locale. Mais compte tenu qu'apparemment c'est élargi non pas à la ville de Nantes, non pas à la ville à proximité, mais sur l'ensemble du département et autres, ça s'appelle une consultation. Parce qu'on consulte la population sur oui ou non. Est-il possible, sera-t-il possible de... Et la réponse ne donne pas la loi, la réponse donne la possibilité de faire ou de ne pas faire. Point. Ouais. Donc c'est pas un référendum, c'est quelque chose... D'où la chose... position de Valls. Voilà. Et ça ne s'impose pas. Voilà. Ça s'impose pas. Un référendum s'impose. Ça s'impose, d'accord. Bien. Alors non, Valls n'a pas dit ça. Valls a dit, écoutez, c'est pas très compliqué. Si c'est oui, si c'est favorable à l'aéroport, on le fera. Si c'est non, on ne le fera pas. C'est très clair. Mais quelle que soit la réponse, il disait que les ADI, c'est ça, ah oui, là, il faut, oui, non mais bon, ça, à mon avis, si c'est non, les gens vont partir. D'accord. Ouais. Mais bon. Ok, puisqu'on parle de référendum, hein, on peut enjamber la Manche et puis voir ce qui se passe chez nos amis anglais. Ouais. Avec, vont-ils quitter l'Europe ou rester dans l'Europe? That is your question, c'est ça? To be or not to be. To be or not to be, voilà. Comme dirait... Et Gabriel va nous sortir sans latin tout à l'heure. Rappelez-vous l'interview d'Alfred Marichal. Mais justement, c'est pour ça que je pensais à ça. Alors, c'est vrai qu'à l'heure où nous parlons, nous n'avons pas encore les résultats, mais quand même, on peut parler de cette affaire, que vous puissiez expliquer ça aux téléspectateurs. Les tout derniers qu'on a là indiquent là de plus en plus que le oui, on reste, remain, donc on reste dans l'Europe, l'emporte de manière assez significative. L'emporterait, oui. Enfin, non, selon les sondages, l'emporterait 52%. 52, maintenant 54. Donc il semblerait là que les choses... Et puis le leader du parti d'extrême droite reconnaît et dit... Pas de l'extrême droite, Michel. Nationaliste. Oui, enfin nationaliste. Pour nous nègres, extrême droite, parce que on considère que, je vais le dire, j'ai quand même le droit de le dire, dans le programme de l'UPIC, UKIP, pardon, il y a
de la ségrégation raciale. Donc pour moi, un type qui écrit qu'il est pour la ségrégation raciale, c'est un parti d'extrême droite, raciste, donc il n'y a pas de doute dessus. Il reconnaît que, alors il dit texto, mes amis de la finance m'ont appelé pour me dire que j'avais perdu. D'accord, bien. Non, alors sur cette affaire-là, oui, Michel. non, alors, moi, je crois qu'il faut faire. Il y a quelques observations qui sont spécifiques à la Grande-Bretagne. Ouais. D'abord, il faut savoir que historiquement, il y a toujours eu ce qu'on appelle un euroscepticisme très profond en Grande-Bretagne à l'égard de la construction européenne. Quoi. Même la Dame de Fer déjà. Bon, ils sont entrés dans l'Europe vraiment à reculons. Bon. Et en plus, même si Hollande dit qu'il n'y aura pas de statut spécial, ils ont toujours eu un statut spécial. Ils ont gardé leur monnaie déjà. Ils ont gardé leur monnaie. Et puis ils ont une remise. Ils ont une remise. Bon. Ils ont une remise sur les contributions globales. Bon. Mais ce qui est inquiétant, ce qui me frappe, c'est que cette campagne s'est déroulée sur le problème de l'immigration, essentiellement. Autrement dit, et on retrouve dans plusieurs pays européens, en Autriche, en Hongrie, la montée de l'extrême droite. En Allemagne. Bon, autrement dit, la question de l'immigration, et en France, la question de l'immigration est un élément qui provoque une radicalisation, une extrémisation des partis de droite. Autrement dit, il y a une radicalisation. La droite de la droite devient plus à droite, et y compris à l'extrême droite. Et c'est ça qu'on retrouve en Grande-Bretagne. Et de plus... En Angleterre, le vote c'est en Angleterre. Il y a une défiance généralisée en Europe à l'égard de la construction européenne. Alors, elle se manifeste en Grande-Bretagne. Elle prend le chemin de l'extrême droite. En Grèce, ça prend le chemin de l'extrême gauche. En Espagne, ça prend le chemin de Podemos et de Izquierda Unida. Le Portugal, c'est-à-dire que tous ces pays disent qu'on ne peut pas leur appliquer les normes européennes et notamment l'austérité, et c'est ça le problème. Et les commentateurs les plus lucides se disent qu'après le référendum britannique, quel que soit le résultat, que l'Europe devra se regarder dans le miroir, se poser des questions, et que de toute façon il faudra prendre l'initiative de façon à rapprocher cette construction, ces institutions qui se sont éloignées des préoccupations des peuples. Ouais. Eddie, avant que Gabriel Moi, je pense que c'est normal que ça se délite un peu. Parce que, en fait, plus on s'éloigne d'une période difficile, par exemple de la guerre 39-45, plus les gens oublient, évidemment, parce que les nouveaux n'ont pas connu ça, les jeunes n'ont pas connu ça, plus ils oublient la notion forte de rassemblement pour la paix. Parce que l'Europe, c'était ça avant tout. C'est plus jamais de guerre entre nous. On se rappelle d'ailleurs de la photo d'Helmut Kohl, je crois, avec, je ne sais pas si c'était lui, avec Mitterrand en se tenant la main. Bon, plus jamais de... Et c'est ça l'Union européenne. C'est pas l'aller là entre le Canada, les États-Unis et le Mexique pour faire du business. Hein. C'est pas ça du tout au départ. Et évidemment, plus on va aller, plus la remise en cause d'une union que les gens ne comprennent pas, tout simplement parce que les gens ne s'informent pas et que l'Europe fait très très mal son boulot de communication. Les premiers à réagir à une éventuelle sortie du Royaume-Uni, c'est les businessmen, parce qu'ils disent « Mais messieurs, on vend nos produits en Europe sans droits de douane. Si vous sortez, on va payer des droits de douane, donc on ne va pas pouvoir les vendre. » Voilà un truc très simple. C'est quoi l'Europe? C'est ça d'abord. C'est que les gens qui fabriquent des produits à destination de la France vont toujours les fabriquer, mais beaucoup moins, et vont les vendre beaucoup moins facilement, tout simplement parce qu'il y aura des droits de douane. Et là, si on explique ça aux ouvriers anglais, et qu'on leur dit, il y a de très fortes chances que vous perdiez votre emploi, les footballeurs qui sont dans votre club, là, que vous faites venir sans aucun problème de France, d'Espagne, d'Italie, ces gens-là, ils peuvent venir et jouer dans votre championnat parce qu'ils sont européens et que vous êtes européen. Si vous sortez ces gens-là, non seulement fiscalement, ils vont pas retrouver ils n'auront pas la même valeur, mais en plus, ils n'auront pas le droit de venir jouer dans votre club de la même façon. Parce que l'UEFA va vous dire, attention, il y a des règles particulières concernant les stars étrangères, enfin les joueurs étrangers.
Et si on commence à dire ça aux gens, non pas seulement au moment de référendum, mais toute l'année en leur disant voilà ce que nous apporte, le débat et l'idée même du Brexit aurait disparu depuis très longtemps. Parce que c'est quand même une idée qui est née de la propagande de l'extrême droite anglaise. Anglaise, tout à fait. Gabriel. Juste un petit point d'information. Sur le foot, il y a quand même une nuance qui est importante, c'est que l'Angleterre, politiquement, peut sortir de l'Europe, mais la fédération anglaise étant membre de l'UEFA, les règles de l'UEFA s'appliquent à la fédération anglaise de football. Un exemple d'appui, la Turquie n'est pas membre de l'Europe, mais la Turquie étant membre de l'UEFA, les règles du football UEFA s'appliquent en Turquie. Bon. D'accord. Ceci étant, je crois qu'il faut revenir un petit historique. Michel a dit que la Grande-Bretagne a toujours été eurosceptique et est rentrée en Europe à recul. Nous sommes suffisamment jeunes pour nous rappeler du général de Gaulle, qui est la question de l'adhésion de l'Angleterre. Tu parles de nous, là. Nous sommes largement de jeunes pour nous rappeler du général de Gaulle. On s'arrête autour de la table. Non, ni à l'eau. Ceux qui ne se rappellent pas, c'est parce qu'ils n'ont pas de mémoire ou sont trop vieux. Voilà. Trop vieux. Ils sont trop vieux. Et puis les plus jeunes, il faut qu'ils aient un peu de culture politique. Voilà. Le général de Gaulle, qui a été l'un des plus farouches dirigeants de l'Europe des Six, à s'opposer à la demande de la Grande-Bretagne d'adhérer à l'Europe. Le cheval de Troie américain. D'accord bon. L'Europe est entrée, une fois que les choses se sont élargies, qu'on est passé à l'Europe des Neuf. Bon. Mais l'Europe, c'est un ensemble géographique, économique, global. l'Angleterre et la Grande-Bretagne étant membres de l'Europe, la frontière européenne va jusqu'à la Grande-Bretagne. Eh bien non. Non. Ils sont pas. Parce que la frontière européenne s'arrête au bord de la Manche. Ouais. D'accord? Ils ne sont pas dans l'accord de Schengen. Ils ne sont pas dans l'accord de Schengen. Ils ne sont pas parce qu'ils ont refusé d'y entrer. De même qu'ils ne sont pas dans l'euro parce qu'ils ont refusé d'entrer dans l'euro, dans la zone euro, dans l'Eurogroupe. C'est tout la livre sterling qui prime chez eux et non l'euro. Et tu parlais de Dame de Fer, Madame Thatcher était réputée, et il y a eu des échanges qui sont aujourd'hui connus du grand public, dans des réunions de sommet européen où elle disait toujours « My money back, give me my money », et où Jacques Chirac, qui était Premier ministre de François Mitterrand, a dit « Qu'est-ce qu'elle veut de plus, ma gauche ou ma droite ?» J'ai fait très poli. Oui, mais on a quand même Donc, compris. il y a toujours un rapport particulier de la Grande-Bretagne, l'Angleterre, avec l'Europe. Pour autant, le premier europhile et européanophile anglais, c'était pas n'importe quel, c'était Winston Churchill, qui, dès 1944, plaidait pour une Europe politique unie. Il n'était même pas entendu par les Européens. N'empêche que l'idée a fait son chemin et que Jean Monnet et compagnie ont constitué, ont mis un petit peu le ciment à la base de ce qu'est devenu l'Union européenne. Et quand, en réalité, aujourd'hui, on voit ce que nous-mêmes ici à la Martinique, l'Europe, c'est le loup, rappelons-nous. Il faut quand même se rappeler qu'en réalité, on est sur un socle. On était au départ sur un ensemble de 6 pays. On est passé à 9, on est passé à 12, on est passé aujourd'hui à 27. Ouais. 27 pays avec des niveaux économiques qui sont de A, ils sont de moins à plus. Avant le socle de 6 à 12, il y avait une homogénéité quelque part. Il y avait une similarité. Là, on est sur des différences. Le niveau de vie qu'il y a en Pologne, ce n'est pas le niveau de vie qu'il y a en Espagne, il n'y a pas le niveau de vie qu'il y a en Angleterre. Encore moins en France. Donc plus on fait entrer des gens... Sans parler de la Lituanie, l'Estonie... Exactement. Donc on a une disparité considérable. Or, le noyau qui fait fonctionner tout ça reste toujours sur les bases d'un groupe de 12. Avec les mêmes critères. Pas plus de 3% du PIB qui doit être... D'accord? Pas plus de... Conséquence. Aujourd'hui, la machine qui était construite pour 12 ne fonctionne pas pour 27. Or, les droits des 27 sont égaux. On ne peut pas donner à un, mais pas donner à l'autre. Tout le monde a le droit à la même chose. Deuxième chose, le fonctionnement européen. Une décision. À 12, il y avait une règle d'or qui était la règle de l'unanimité de décision. Ouais. Ou alors la majorité qualifiée. Plutôt qualifiée à 12, on pouvait obtenir l'adhésion de 8 pays à l'idée. 9, c'était 9 la majorité, ça qualifié, c'était 9. À 27, ça ne fonctionne plus. Très compliqué. C'est la majorité. Vous avez des majorités qui ne fonctionnent pas par zone géographique, qui fonctionnent par intérêt économique. L'intérêt économique
de la France et pas celui de l'Allemagne. Ce qui avant se réglait en des sommets précédant les sommets européens. L'Angleterre, quand elle est entrée, l'Angleterre avait droit à son sommet avec l'Allemagne et avec la France. C'était les trois piliers, quelque part. Mais l'Angleterre a toujours eu un pied en Europe, mais un pied et on regarde avec les Américains. Les stratégies militaires au moment de la guerre des Malais, au moment de la guerre d'Irak, etc., l'Angleterre a toujours été l'allié des États-Unis. Et le porte-parole, quelque part, des États-Unis est au sein de l'Europe. Ce qui fait que les stratégies militaires et stratégiques géopolitiques de l'Europe n'ont jamais pu avoir une consistance réelle, puisque l'Angleterre, qui était un membre important, n'oublions pas que l'Angleterre est membre permanent de l'ONU, pesait contre la décision qu'on pouvait prendre, le consensus européen. Donc ça, c'était le premier convient. Et puis, l'immigration a parlé Michel, oui. Ah ouais. Comme les frontières sont arrêtées, qu'est-ce qui supporte le bois d'immigration? C'est les Anglais. Mais il y a quand même une immigration qui entre. Et l'Angleterre, elle a déjà l'immigration de ses anciennes colonies. Ah ouais. Qui sont intégrées. Le maire de Londres et d'autres sont originaires des anciennes colonies, qui sont au Pakistan, qui sont en Inde, etc. Mais c'est une intégration coloniale. Quand je dis coloniale, c'est-à-dire qu'il y a des critères. L'autre migration qui fait la même chose. Mais l'anglais, lui, qui lui est. Petite particularité, c'est que les Anglais, ils ont un grain de peau particulier, ils ne supportent pas le soleil. Non mais attends, qu'est-ce que vous voulez dire par là? Cela veut dire que ces gens-là, quand vous amenez un grain de peau pour eux qui fait examen sur soleil, vous dénaturez l'anglais. Bon, alors, ça veut dire que c'est un pays, c'est une île, elle a toujours été île. Vous ne demandez pas une île, s'intégrer à un continent. C'est des siècles de préparation. Bon, alors, en parlant d'immigration, est-ce que vous pouvez expliquer aux téléspectateurs pourquoi tous ceux qui viennent là en Europe veulent forcément aller en Angleterre? Parce que le niveau de vie est plus important. Il y a d'autres. On gagne plus facilement sa vie, on crée une entreprise beaucoup plus rapidement. Et l'Angleterre, c'est aussi la porte ouverte sur l'Amérique. Faut pas oublier ça. Non, mais il n'y a pas de contrainte quantitative en Angleterre. Voilà. C'est ça. Parce que les gars, vraiment, tout le monde, c'est là-bas qui veut là. Non, mais le marché du travail en France, Michel est bien placé pour le savoir, pour travailler en France, il faut se lever de bonne heure. Travailler, c'est-à-dire avoir un permis de travail, être déclaré, etc. En Angleterre, le marché du travail, il est libre. D'accord. Il est libre, comme aux États-Unis. Alors, aux États-Unis, c'est un peu moins libre qu'en Angleterre, parce que aux États-Unis, comme ils sont confrontés à une immigration massive, parce que c'est pas 1 million, 2 millions, c'est 14, 15, 20 millions. Donc là, les permis de travail sont plus compliqués. Et tous ceux qui, par exemple, en Martinique, veulent aller travailler aux États-Unis et pensaient qu'en étant français, ils pourraient travailler facilement, se retrouvent face à la même exigence d'un certain nombre de critères extrêmement durs. C'est pareil maintenant pour le Canada. C'est fini l'époque où on pouvait « Bonjour, je suis venu travailler ». C'est fini ça. Bon, donc, au Royaume-Uni, c'est ouvert. Okay. C'est ouvert sur... C'est ce qui explique ce flot de... Ah oui, complètement. Alors, en parlant d'Obama, je fais digression encore, il a été retoqué, là, je crois, par une instance importante sur l'immigration, sa loi sur l'immigration. Il dit que c'est... Mais attends, mais ça c'est du Manu par excellence. Mais non, c'est parce qu'il a parlé d'Obama, j'y ai pensé, donc j'ai rebondi. Non, tu rebondis comme d'habitude, au grand pombe, là, mais je sais que je peux compter sur vous pour expliquer. Non, mais c'est le Congrès américain, c'est la Cour suprême qui a recalé sa disposition présidentielle sur l'immigration que les républicains contestaient. Il ne faut pas oublier que la Cour suprême vote, la Cour suprême est constituée de juges, et qu'il y a des juges conservateurs et des juges progressistes, donc démocrates et républicains, et qu'aujourd'hui, il n'y a pas de majorité favorable à Obama à la Cour suprême. C'était quand même quelque chose d'important, me semble-t-il. Il n'y a pas de majorité républicaine à la Cour suprême. Voilà. Sur le principe, c'était quand même bien ce qu'il avait décidé. Oui, mais il n'y a pas de majorité, il y a une majorité républicaine à la Cour. Ouais, mais ça ne va pas durer très longtemps. Oui. Ça ne va pas durer très longtemps. A priori, ça ne devrait pas durer très longtemps. Les premiers sondages parce que vous savez qu'en novembre, il y a une élection présidentielle, mais il y a surtout un renouvellement de la moitié de la Chambre des représentants. Et la moitié ou totalité? Non, la moitié. Chambre des représentants et sur le Sénat, je ne sais plus. Le Sénat, c'est la moitié. Chambre des représentants, je crois que c'est pas tout. Mais bon, bref, les premiers sondages indiqueraient que le Parti républicain va prendre une petite raclée avec l'arrivée, devrait prendre une petite raclée en nous attend. avec l'arrivée
À l'époque, c'était le contraire. On avait dit à Obama, vous allez gagner, mais vous allez prendre une petite raclée. La petite différence qui se passe, c'est que aux États-Unis, lorsqu'il y a élection de président, la majorité au Congrès, de la Chambre des représentants, qui est un peu la Chambre des députés, cette majorité, généralement, correspond à la couleur politique du président élu. Mais comme c'était mandat de 2 ans, 2 ans après, cette même Chambre change de couleur politique. Ouais, à mi-mandat, ça, c'est régulier aux États-Unis. Rare aujourd'hui, depuis 1945, rare la Chambre des représentants qui est de la couleur politique du président pendant toute la durée de son mandat. Voilà, il y a toujours ce phénomène. Obama, en 2010, nous sommes en 2016, en 2012, lorsqu'il a été, 2012, lorsqu'il a été réélu, la Chambre des représentants, elle, avait renforcé la couleur démocrate. Avait renforcé. C'était fini. Elle avait renforcé. Et ce renforcement était perdu aux dernières élections, à demi-mandat 2014. Non, ceci dit, l'initiative d'Obama, c'est quand même pour soutenir Hillary Clinton. Et essayer de rallier à Hillary Clinton le vote des Latinos qui attendent du Parti démocrate une régularisation massive de leur situation. Mais les gars travaillent, ils payent des taxes. Exactement. C'est ça. Et ils font la richesse des États-Unis. Le courant Trump, c'est le courant anglo-saxon blanc qui est crispé et qui a peur d'être minorisé dans une grande nation qu'est les États-Unis. Attends, il y a des choses que j'arrive pas à comprendre. Il y a des gens qui disent ouais mais bon ils ne devraient pas réagir. Bon, je veux, c'est une boutade, c'est une provocation, mais c'est comme si en Martinique on vous disait que la majorité des habitants martiniquais dans les 5 ans qui viennent seront blancs. Aux États-Unis, c'est fait. C'est ça. La majorité des habitants des États-Unis sont non blancs. Donc tu imagines. Ils sont surtout non-whites. Voilà. Anglo-saxons. Anglo-saxons, c'est ça. Voilà. Donc imagine le type, on lui dit ça. Je veux dire, il a été majoritaire pendant 300 ans. Enfin, 200 ans, et puis là on lui apprend qu'au fait, tu n'es plus majoritaire. Le phénomène Trump, c'est ça. D'accord. C'est ça. Alors, il y a beaucoup de sujets dont il faut qu'on parle, le temps passe vite. Oui. On a parlé de maire tout à l'heure là. Est-ce que vous pouvez dire quelque chose sur la femme qui est devenue maire de Rome, en Italie? Parce que quand même... Ça, c'est une question pour le représentant du Parti communiste. C'est un plaisant. Non, parce que c'est l'opposé. 5 étoiles, c'est l'opposé du Parti communiste. Parce que cette femme-là sort du gars là. Oui, 5 étoiles. Voilà. Le mouvement 5 étoiles, populiste. Mais à mon avis, c'est le même phénomène que nous avons évoqué à propos de tout ce qui se passe en Europe. Il y a 2 ans, 3 ans, on nous a présenté la percée de Renzi, le Parti démocrate, comme étant un miracle, etc. Bon, il a appliqué une politique d'austérité, bon, et ça a déçu beaucoup d'Italiens. Et la réaction en Italie, c'est vers les partis populistes d'extrême droite, c'est-à-dire les 5 étoiles, Pepe Grillo. Et les deux femmes qui ont été élues, l'une à Turin, l'autre. Ce sont quand même des grandes villes, quoi. Oui, l'autre à Rome. C'est ce courant. Alors, en plus, il y a quand même un phénomène important. Et ce sont des campagnes qui sont menées sur le thème de la corruption. Bon. Beaucoup de partis d'extrême droite dans le monde surfent sur ce thème. Corruption-immigration. Corruption-immigration. Donc, et il faut bien reconnaître que la classe politique italienne, notamment le Parti démocrate, est un parti de corrompus. Matteo Renzi est corrompu. En fait, il est un peu moins corrompu que Berlusconi, quand même. Ceci étant, Michel qui a dit. On va traduire les mots extrêmes qui sont blancs comme neige et purs comme des anges. Sans jeu de mots. Juste à titre d'information, le Parlement européen a demandé à 2 députés d'extrême droite français de rembourser 350 000 € de frais d'assistant perçus de manière indue. Dont Jean-Marie Le Pen. Dont Jean-Marie Le Pen. Tout à fait. Eux qui font la chasse aux corrompus. Ouais. Ils ont été épinglés. Non, mais. Ils sont dans les Panama Papers. Je remercie Gabriel de mettre une nuance. Ce que je voulais dire, c'est que ces partis utilisent le thème de la corruption
Mais ça n'empêche pas qu'ils ont Que des liens. eux-mêmes Ils ont souvent des soient liens avec, corrompus. et des liens avec la finance, etc. Ouais. Qui sont notamment le parti d'extrême droite français. Ils sont pas tout blancs, tout blancs. Voilà, c'est ça. Bon, très bien. Alors, c'est pareil, vous avez fait allusion tout à l'heure là, à Casse-Pilote, je ne peux m'empêcher de penser à la petite guerre du moment que j'ai vue dans ton grand journal concernant Concorde qui dit le 1er juillet qui voulait qu'on parlait, quoi. Est-ce que je peux Est-ce qu'on peut expliquer Est-ce ça? que pour nos téléspectateurs Oui. qui sont en haleine, Gabriel a raison. Le renouvellement de la Chambre des représentants des États-Unis, c'est en totalité. Ouais. Et pour le Sénat, c'est au tiers. Voilà. Mais les représentants, alors c'est important, les représentants sont élus seulement pour 2 ans. D'accord. C'est important parce que je me suis dit, notre ami de Bouillon allait nous écrire. Ah ben, c'est clair. Non, mais moi, quand m'a regardé, il m'a dit, mais non, dans ma tête, il m'a dit. Ouais, ouais. Tu parlais de Casse-Pilote là. Oui, il y a une guerre en ce moment. Alors, Gabriel, j'ai vu ça dans ton grand journal. Est-ce que tu peux expliquer ça à nos téléspectateurs avec ta vision politique, hein, pas la vision de ce, comme ça, quoi. Technique Qu'est-ce qui se maritime. passe? Voilà, la vision voilà. maritime Non, de mais Galéon. C'est pas au courant. Est-ce que c'est une question politique? Je suis quand même au courant. Il s'agit de la liaison maritime Fort-de-France-Casse-Pilote, Oui. qui est une ligne formant partie de la délégation de service public global maritime accordée à la société que dirige Charles Concorde. Oui. Charles Concorde ayant signé une convention en novembre 2015, et il a annoncé récemment qu'il allait ouvrir cette ligne à partir du 1er juillet. Oui. Il se trouve qu'en annonçant qu'il ouvrait cette ligne maritime Casse-Pilote Fort-de-France, Casse-Pilote, ça a un peu surpris la mairie, ça a beaucoup énervé les transporteurs taxicaux de Casse-Pilote, et ça a en plus agité le microcosme pilotin. Vous imaginez la place de Casse-Pilote, ça a parlé de ça pendant plus de 48 heures. Bon, l'image étant passée, il se trouve que Ralph Montplaisir, maire de Casse-Pilote, a fait remarquer qu'on ne l'avait pas consulté, il n'était pas au courant, et que pour pouvoir ouvrir une ligne, il faut quand même des aménagements terrestres. Aménagement terrestre, ça veut dire parking, parce que sous quoi prendre un navette, c'est quoi venir un bateau, en l'auto, il faut déposer dans un côté. Et la place de Casse-Pilote, elle prend exactement 5 voitures. Bon, donc il y a un petit souci. Donc il y avait ces éléments-là. Donc ces éléments, le conseil, la collectivité territoriale, par la voix de Louis Boutrin, qui est conseiller exécutif en charge du transport, a décidé, a annoncé sur les ondes et dans le colonne de la France entière, a annoncé qu'ils allaient supprimer la ligne 4 de la délégation globale de service public accordée à titre de l'essai maritime à Charles Concorde. Donc la ligne Casse-Pilote Fort-de-France sera supprimée. Lui, le concessionnaire, dit, je n'ai reçu jusqu'à présent, au moment où on l'a interrogé, donc c'était après, il dit, je n'ai pas reçu de courrier me disant que cette ligne-là est terminée, et tant que je n'ai pas reçu, moi, le 1er juillet, je mets ma ligne en place. Donc il y a un bateau, je vais mettre un bateau. Bon, cela veut dire que nous sommes aujourd'hui, on n'est pas le 30, il a annoncé pour le 1er, il y a encore 8 jours pour que le courrier arrive, 1, 2, pour commencer à évaluer les coûts de cette suppression, pas suppression, suspension, et l'affaire n'est pas finie. En gros, le Conseil et la collectivité territoriale estimant, s'appuyant sur une disposition de la loi qui fait que dès lors qu'il y a un élément imprévu et imprévisible qui vient et qui vient poser problème sur la mise en place d'une délégation de service public, elle est en droit, elle, autorité délégante, elle est en droit de modifier ou de supprimer la Donc ça n'a rien à voir que le maire de Casse-Pilote soit le frère de l'autre. Non, c'est pas ça. D'accord, très bien. On passe à autre chose alors. Donc on attend le premier pouvoir. Alors, cela veut-il dire, cela veut-il dire que tu soupçonnes pas du tout une nouvelle compagnie maritime pilotée par des capitaux appartenant à des gens ayant des intérêts sur Casse-Pilote ou autre part? Non, mais je voulais simplement remarquer que cette même compagnie va jusqu'à Sainte-Lucie et que le premier PM, le nouveau PM de Sainte-Lucie, c'est le cousin de l'autre. Oui, alors. Voilà, non, mais j'ai fait juste ça, et puis j'ai dit à glisser. Hein. Je dis ça, mais bon, ils m'ont fini bizarre. Comme diraient les jeunes, tu dis ça, mais tu dis rien. Ouais, tu dis rien. Tu dis rien. Alors, vous êtes des analystes comme vous, le congrès du PPM. Est-ce que vous avez quelques tuyaux à donner à nos téléspectateurs? Pas de tuyaux, crevés. Non, non, ah mais non, vous jamais. Vous jamais. Alors sur ça, il y a quand même un élément extrêmement intéressant. Il y a quand même une première historique. Oui. Il faut quand même le rappeler.
il y a quand même 3 listes qui vont se présenter. On parle bien de listes, hein, on ne parle pas de candidats. Oui. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui vont devoir se positionner sur 3 listes concurrentes, compétitives pour le poste de secrétaire général du PPM, mais aussi du comité national. Attention, parce que ce n'est pas que secrétaire général. Il va falloir élire le comité national. Ce sont des listes de 30. Voilà. Donc, est-ce qu'ils vont trouver déjà 90 personnes pour faire les listes de 30 la dernière liste qui est arrivée, c'est celle de Johnny Ajar. Ajar. Il faut rappeler qu'il y a 3 listes. Hein. Oui, donc oui, c'est vrai, pardon. Hein, Monsieur Séminor, Monsieur Chaumet et Monsieur Ajar. Oui. Mais il semblerait que Monsieur Ajar se serait présenté ou ferait une liste pour défendre celle de Chibi, parce qu'apparemment les 2 autres listes seraient... Non, je me suis trompé, on glisse aussi. Bon. Non, c'est une lecture qui a été faite par Marcher sur les œufs, c'est une expression, de Zoom TV. C'est une approche qui a été faite par quelques-uns. En réalité, bon, Danny Chaumet est un homme politique qui n'a pas suivi dans sa carrière politique, qui n'est pas forcément très longue, mais bon, qui est importante, n'a pas suivi toujours la ligne politique du parti. Rappelons-nous qu'il s'était présenté, il voulait se présenter aux élections municipales de Schellcher contre le maire, membre de la majorité régionale et soutenu par la majorité régionale et par le PPM, et qui voulait se présenter. Il avait constitué sa liste municipale, mais il y a eu un petit problème technique et administratif. La liste n'a pas pu être enregistrée au dernier moment, donc il n'était pas candidat. Mais il a été en campagne contre le maire. Du coup, le PPM l'a eu suspendu. Il a réintégré. Il était suspendu, il n'a pas été expulsé, donc suspendu. Mais il a réintégré rapidement. Non, mais attendez. Non, pas si rapidement, Michel. Pas si rapidement. Il a le temps de la suspension. Il a dur quand même. Non, mais attends, si le Parti communiste, il n'a pas suspendre, il va foutre au dehors. C'est plus rapide. De toute façon, c'est définitif. Donc, il a déjà, cet aliment sous le dos. Raphaël Séminor, lui, était conseiller général. Raphaël Séminor, lui, a accordé un certain nombre d'interviews, et dans l'une des interviews accordées, il y en a qui ont interprété ses propos comme une candidature franche et nette pour pouvoir contrer le Serge Letchimy comme président du PPM. Bon. Notamment une interview dans Antilla, où il dit très clairement que le secrétaire général actuel, Alain Alfred, n'était pas... il a fait ce qu'il pouvait, et que les ordres venaient du conseil régional, ce qui est quand même une façon très claire et très nette de dire qu'il va falloir que ça change, que ça ne peut plus continuer comme ça. Donc... Voilà, et ceci étant, il a dit ça n'a pas plu. Ça n'a pas plu, je ne sais pas si ça n'a pas plu à Serge Letchimy. Oui. Je ne pas interrogé, je ne pas demandé, ça n'a pas fait vrai, mais ça n'a évidemment pas plu à certains, dont Johnny Ajar. Qui a dit que ceux qui ont joué la Letchimy vont le trouver. Et lui. Voilà, résultat, lui, quand il s'est présenté, on a fait présenter, mais ceci, il y a une frange de militants du PPM qui fonctionne sur le principe, il y a un président, et c'est le président qui décide. Le secrétaire général met en place ce que le président a décidé. Or, a priori, les personnalités de Denis Chauvet et de Raphaël Séminor ne sont pas des personnalités qui vont, a priori, faire ce que le président a dit. Elles vont plutôt discuter. Ouais. Bon. Et pour certains nombre de militants, il est inconcevable qu'on puisse discuter les idées ou ce que le président a dit. Bon. Ouais. Donc c'est une culture politique qui va changer, qui est en train de changer. Et le fait qu'il y a 3 listes, Michel a bon ronronné, mais c'est normal. Ils n'ont pas l'habitude de ça. On est en train de nous enfumer. Non, mais attends, laisse-moi finir. On est en train de nous enfumer. Non, mais attends, ton analyse des choses, tu peux la faire, mais qu'il m'a fini de présenter, ben là. Je ne pas qu'à présenter, mais pas qu'à analyser. Oui. Bon. C'est une promotion. Et il a dit, pour la première fois au Parti progressiste, et ça c'est vrai, pour la première fois, il y aura 3 listes de candidats. Ce qui n'était pas possible auparavant, parce que le principe de présenter des listes n'existait pas statutairement. Ouais. Ça existe que depuis 2005. Donc s'il y a liste, ça veut dire qu'il y a existence de courant. Il n'y a jamais eu 2 listes, même si ça existait statutairement. Là, les 2 protagonistes principaux ont utilisé les statuts. Il y aura une révision des statuts prévue à ce congrès. Donc c'est la phase congrès extraordinaire. Est-ce qu'ils vont supprimer la possibilité d'exister des courants? C'est à eux de savoir. Parce que s'ils suppriment l'existence des courants, la capacité de présenter des listes, il n'y aura pas 3 listes qui vont se présenter. Il y aura des candidats à chaque poste. Ouais.
Mais si les candidatures, les listes sont maintenues dans les statuts, il y aura des listes présentées. Et les militants, les congressistes vont voter pour désigner les listes. Et la liste qui sera en tête, eh bien, elle va avoir un secrétaire général qui sera à la tête de liste et les fonctions qui vont décliner. Ceci étant le Alors, rapidement, parce qu'on a déjà fait alors, le début. je fais un seul commentaire. Oui. C'est peut-être le début. Attends, c'est peut-être le début de la modernisation de la vie politique au PPM. Alors moi, je vais faire un seul commentaire. Oui. Un seul commentaire. J'ai lu beaucoup d'interviews dans le grand journal concernant le congrès du PPM. Le grand jour, on ne peut pas bailler, non? Le nom français. Merci. Je n'ai pas vu, ne serait-ce que l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarette entre les propos des trois prétendants. Non, tu as vu les propos sur de la ligne. Michel, tu n'as vu les propos que de deux. Sur la ligne politique et sur le débat politique et sur les problèmes martiniquais. Ouais. Tout ce que nous entendons là, c'est des propos de café du commerce. Mais il n'y a strictement rien. Il y en a un qui dit autonomie dans la nation martiniquaise, pour la nation martiniquaise dans l'article 73, ce qui est antinomique avec les habilitations législatives, parce que c'est l'assimilation. L'autre dit autonomie pour la nation martiniquaise avec les habilitations législatives dans l'article 73, ce qui est encore l'assimilation. Donc assimilation plus assimilation égale assimilation. Bien. Messieurs, merci beaucoup. Historiquement, oui. Le député martiniquais qui a été demandé à la départementalisation, à l'époque on disait assimilation, il était communiste, après Aimé Césaire, Léopold. Le parti a changé. Nous sommes en 2016 aujourd'hui. Voilà, très bien. Je vais vous réconcilier, je sors un numéro spécial d'historial là-dessus. C'est sur ces bons mots, messieurs, que je vous souhaite de passer un bon week-end. Je vous souhaite à vous de rester fidèles à Zouk Télévision. Aujourd'hui, même si j'ai sorti les choses comme ça, comme dit Gabriel, mais on a pu voir pas mal de sujets quand même. En attendant de pouvoir allonger pour la rentrée. Oui. Donc on est passé du coq à l'âne très souvent. Merci beaucoup tous les trois. Merci à vous dans le Nodal. Et à très vite sur Zouk Télévision. Bye bye.